Bonjour Claude Bruderlein. Bonjour. Vous dirigez depuis presque 2 ans maintenant un centre de négociation humanitaire sur les lignes de front. Alors pourquoi la création de ce centre? Qu'est-ce qui a justifié de la création d'un tel centre? Est-ce que le monde des conflits armés a tellement changé pour justifier cette création? Écoutez, depuis 2014, le CICR en particulier, mais aussi d'autres agences, ont entrepris des conversations sur l'importance de développer les compétences de négociation pour leurs opérateurs sur les lignes de front. C'est-à-dire que ces opérateurs se retrouvent face à des États, des acteurs non étatiques, et doivent engager des conversations et recueillir le consentement de ces parties pour créer l'espace humanitaire requis pour opérer en toute sécurité. Et on a pu observer que même si le CICR en particulier avait plus de 150 ans d'expérience, il y avait en effet peu d'informations et d'analyses sur ces pratiques de négociation malgré les décennies d'expérience accumulées. Alors la décision a été prise au CICR en 2014 et ensuite chez les autres agences partenaires de conduire des interviews de négociateurs, en particulier les négociateurs chevronnés qui, après quelques années, quittent souvent ces organisations et prennent avec eux cette expérience. Alors le but, ça a été de capturer, analyser et voir comment on peut systématiser ces pratiques. Il est étonnant de voir que le CICR avait, jusqu'à cette période, aucune formation en négociation. C'était une nouveauté de dire qu'on allait faire une formation. La culture de l'organisation était que les gens apprennent sur le terrain, sur le tas, à négocier. Et si c'est vrai, ça continue d'être le cas. C'est vraiment une approche qu'on dit expérientielle, d'apprendre en faisant. Par contre, les enjeux sécuritaires sont devenus tellement importants qu'on se doit d'assurer un minimum d'encadrement. Un encadrement par des collègues, on appelle peer-to-peer. Un encadrement par l'organisation qui fournit des outils et des moyens d'évaluer les situations, mais aussi un encadrement avec d'autres cercles professionnels de la négociation. Il y a des négociateurs commerciaux, politiques, sur les changements climatiques. La négociation est un vaste domaine scientifique et comment on peut lier les pratiques du CICR et des autres agences humanitaires avec la négociation en général, c'est aussi un enjeu pour développer les capacités de l'organisation. Mais c'est-à-dire que dans les 150 ans d'histoire du CICR n'a pas été finalement documenté tout le travail des délégués sur le terrain qui ont été amenés, parce que, qu'on le veuille ou non, un délégué CICR est aussi un diplomate, en tout cas un négociateur au quotidien. Donc on n'a pas de grille de lecture suffisante pour permettre de mieux appréhender les nouvelles négociations et la façon dont on travaille dans des environnements extrêmement dangereux. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une grande ambiguïté autour de la négociation à travers l'histoire du CICR. Le CICR se voit comme étant une organisation mandatée en droit international et pas en mesure de négocier l'application du droit international. Donc, sur la base de ce mandat, le CICR déploie des opérations et on s'en remet aux États de respecter ces normes. La réalité, c'est qu'il y a eu énormément de négociations, et quand on dit négociation, on dit compromis. Et quand on dit compromis, c'est un coût-bénéfice par rapport à l'application de la norme. Et sur cet angle, l'organisation a été parfois inconfortable à reconnaître qu'il y avait des compromis qui se faisaient par rapport à l'accès, par rapport à la distribution, par rapport à la mise en place des principes de l'action humanitaire. Donc, c'est plutôt récemment, et surtout dans les dernières années où là, on a vu une certaine difficulté à l'application des règles, à mobiliser les parties autour de l'application des règles, qu'on se met à redécouvrir cette faculté, cette capacité de négociation du CICR et des autres agences. Et on voit alors l'opportunité de recueillir ces pratiques, d'en tirer des enseignements, mais aussi de voir l'aspect dynamique de l'application de la règle. En soi, on ne peut pas vraiment réglementer la conduite des hostilités. On peut essayer de l'encadrer, on peut essayer de créer un point de référence, mais le tout reste souvent une question de négociation. Comment on va pouvoir protéger un hôpital, mener une évacuation, faire un échange de prisonniers, ça reste un accord avec les parties, ça reste basé sur le consentement et surtout sur la confiance. Et c'est dans ce cadre-là que les négociateurs, on le reconnaît maintenant, un espace professionnel où on espère qu'ils pourront mettre en œuvre les règles, mais en recueillant le consentement des parties.
Alors, dans le centre de compétences de négociation humanitaire, il y a d'autres acteurs autres que le CICR. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont à mettre à tous à pied d'égalité? Je pense à MSF, je crois qu'il y a le programme alimentaire mondial, etc. Euh, Comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont finalement les mêmes problèmes? Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes de perception? Est-ce qu'ils ont les mêmes capacités à pouvoir négocier? Est-ce qu'il y a véritablement des différences entre ces différents acteurs? Il y a une reconnaissance parmi tous les partenaires du centre. Ici, on parle donc du CICR en position de leadership. On parle du PAM, du Programme alimentaire mondial, du HCR. On parle de Médecins sans frontières et du Centre pour le dialogue humanitaire. Donc, tous ces acteurs reconnaissent au CICR une expérience très vaste et longue et bien développée en termes de négociation humanitaire. Par contre, en termes de poids opérationnel, on parle ici d'un total de budget de près de 18 milliards de dollars d'opérations. Le CICR, c'est 1,5-2 milliards. Je veux dire, en poids opérationnel, au niveau quantitatif de ces négociations sur le terrain, le CICR n'est qu'une partie de l'ensemble des négociations humanitaires. Alors, si le CICR est vraiment en situation de lead et d'innovation basée sur son expérience, il utilise aussi ce point comme levier pour développer la capacité de la communauté internationale à pouvoir opérer en situation de conflit. D'autant plus que les défis et dilemmes que rencontrent les négociateurs sur le terrain sont souvent les mêmes. Si le mandat est différent, si l'objet de la négociation est différent, il reste que les principes de l'action humanitaire sont bien souvent les mêmes. On cherche à avoir accès aux populations en situation de crise, on cherche à les aider de manière impartiale, de se focaliser sur la vie, la dignité des populations. On cherche à le faire de manière la plus indépendante possible et autant que possible que ce soit perçu comme étant neutre. Cet environnement de la négociation humanitaire traverse toutes les agences partenaires et non seulement celles qui sont sur le conseil du centre de compétences, mais aussi d'autres qui vont pouvoir participer et envoyer de leur personnel dans les formations et les groupes de réflexion du centre de compétences. Donc, la négociation humanitaire appartient à cette communauté humanitaire. Et la communauté humanitaire voit dans le CICR vraiment un point de référence, un leadership, mais aussi une organisation qui saura travailler le plus près des lignes de front. Mais pour pouvoir travailler, par exemple, au Sud-Soudan, le CICR a une position de lead, mais l'emprise opérationnelle du CICR est vraiment sur les situations les plus difficiles. Donc on a au Sud-Soudan une famine qui demande de la nourriture pour plus de 2 millions de personnes à l'année longue. Le CICR n'a pas la capacité opérationnelle ni le mandat de répondre à la famine dans un contexte pareil. Par contre, c'est le CICR qui ira chercher les négociations les plus difficiles, les populations les plus instables, où on demande un acteur neutre de renom. Et là, il y a une complémentarité. Alors hier, 24 mai 2018, était organisé à Sciences Po, par Sciences Po, le CICR et le Centre de compétences de négociation humanitaire, une journée d'études sur 7 ans de négociation humanitaire en Syrie. Est-ce que la Syrie, en termes de négociation, doit devenir finalement un cas d'école? Et qu'est-ce qui a été le plus saillant, finalement, à travers les différentes négociations qui ont été menées ou qui ont essayé d'être menées? Écoutez, si on en croit les discussions qui ont eu lieu hier, on voit que la Syrie, pour tous ces praticiens qui sont venus réfléchir ensemble à Sciences Po, la Syrie est un point tournant de la négociation humanitaire. Un point tournant à plusieurs niveaux. Le premier, ce sentiment que la norme de droit humanitaire a été bafouée sans conséquence, en tout cas pour l'instant. Les praticiens ne peuvent pas se reposer sur la force dissuasive du droit en ce moment dans leurs négociations en Syrie, ce qui fait qu'ils doivent recueillir la confiance des parties pour pouvoir opérer et pas dans un cadre qu'on pourrait dire normatif uniquement. Donc il y a une pratique de négociation qui se dégage, qui sont très difficiles, qui demandent une grande humilité des organisations humanitaires et qui demandent aussi à reconsidérer leur lien avec les communautés. La plupart des forces en présence, contrôle du territoire, sont extrêmement fragmentées. Une négociation pour un convoi qui irait de Damas à Homs il y a quelque temps demandait une négociation de plusieurs semaines avec des dizaines de parties.
Donc, c'est voir comment le négociateur humanitaire ou la négociatrice humanitaire doit pouvoir établir des réseaux au niveau des communautés, au niveau des partis. Et en particulier, hier à Sciences Po, on avait pu voir le rôle des femmes dans ces négociations par rapport aux liens avec les communautés, les aspects domestiques. Donc, c'est vraiment toute une nouvelle pratique qui se développe dans l'ombre de cette grande frustration de la communauté internationale vis-à-vis le manque de mise en œuvre, de manque de volonté politique dans la mise en œuvre d'un cadre légal en Syrie. Merci Claude Bruderlein.